David Rigoulet-Rose est notre invité. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique, et également rédacteur en chef d'une toute nouvelle revue qui s'appelle Orient stratégique. David Rigoulet-Rose, qui sont ces miliciens chiites qu'on appelle Houthis et quelles sont leurs revendications ? Alors, la milice Houthi, en fait, est une émanation de la communauté chiite zaïdite du Yémen, qui est géographiquement localisée dans le nord du pays. Il faut préciser que le chiisme yéménite est une particularité. Ça peut avoir avec le chiisme qu'on connaît généralement en Iran et ailleurs. Il n'en reste pas moins que donc il appartient à la communauté chiite et initialement il y a eu un mouvement sectaire qui s'est exprimé politiquement à travers justement cette milice Houthi dans le milieu des années 2000 et puis à la faveur de la décomposition institutionnelle du Yémen que connaît le Yémen qui s'est accélérée justement ces derniers mois. En fait, ce mouvement dont le fief est Saada au nord du pays, dans le Yémen septentrional, a réussi à s'imposer à Sanaa, qui n'est pas son fief traditionnel, et même à descendre vers le sud en prenant le contrôle progressivement de l'ensemble du pays, et même de Aden, Aden c'est quand même très très loin de sa base. Et quelle est leur revendication? Est-ce qu'elle est d'ordre religieuse? Alors, initialement, la communauté chiite zaïdite avait des revendications en termes de reconnaissance identitaire, autonomiste, mais vu le contexte régional qui se développe, la milice Houthi est devenue un acteur, j'allais dire éventuellement instrumentalisé par d'autres puissances extérieures sur l'échiquier yéménite, et ça perturbe beaucoup la lecture qu'on pouvait avoir des événements à l'origine. Alors, il y a 2 semaines à peu près, l'Arabie saoudite lance une offensive massive sur ce tout petit pays de la péninsule arabique. Il y a quand même 100 avions de chasse, 150 000 soldats qui sont mobilisés avec derrière d'autres pays arabes sunnites. Que représente le Yémen stratégiquement? Pour l'Arabie saoudite, le Yémen est un pays essentiel. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il est frontalier de l'Arabie saoudite et c'est une frontière très sensible. Historiquement, il y a des frontières du sud de l'Arabie saoudite qui appartiennent au Yémen. Et puis, il y a une communauté immigrée yéménite qui a travaillé longtemps en Arabie saoudite. C'est un pays très sensible. Et du reste, l'Arabie saoudite a toujours considéré le Yémen comme une affaire de sécurité interne et non pas une affaire extérieure. Et pour quelle raison? Justement, pour toute cette raison, c'est-à-dire que le Yémen est considéré comme son arrière-cour, en fait. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur du Yémen est vu immédiatement de Riyad comme une affaire intérieure saoudienne. Alors, pour la première fois, on voit une coalition de pays arabes sunnites mener une opération d'envergure. Il n'y a aucun mandat d'aucune institution. Comment est-ce possible? Alors, il n'y a pas de mandat onusien. En revanche, il y a eu des résolutions concernant le Yémen qui stigmatisaient justement la pression Houthi et le rôle trouble de l'ancien président Saleh. Donc, l'ONU a toujours reconnu la légitimité institutionnelle du président Hadi, qui s'était délocalisé à Aden momentanément avant d'être exfiltré justement fin mars par les Saoudiens. Donc, il y avait une légitimité institutionnelle, simplement elle n'avait plus les moyens de s'imposer sur le terrain, faute de forces militaires adéquates. Et sur le terrain, on a vu que malgré ces raids, ces frappes intensives, il y a eu 520 morts, je crois, depuis le début des opérations. Les Houthis arrivent tout de même à progresser. Ils ont réussi à prendre le palais présidentiel à Aden. Est-ce que vous pensez que les frappes vont suffire à les déloger? Alors c'est tout le problème, parce que les frappes, c'est le problème de l'air power, de la guerre aérienne. On sait très bien qu'à un certain moment, on peut difficilement faire l'économie d'un engagement au sol. Et c'est le dilemme des Saoudiens qui ne souhaiteraient pas forcément s'engager au sol. Le problème, c'est que la réalité sur le terrain, c'est un contrôle territorial de la milice Houthi jusqu'à Aden. Et ça, d'ailleurs, il y a des points d'interrogation là-dessus. Comment se fait-il qu'une milice d'obédience chiite est parvenue aussi relativement facilement à s'imposer jusque dans le sud du pays, qui est sunnite? Il faut rappeler quand même que les chiites sont majoritaires dans le nord, 30-35%, à l'échelle nationale, qui est plutôt justement de culture sunnite. Alors, restez avec nous parce qu'on va parler à présent de l'Iran. Il aura fallu 1 an et demi de discussions et de tractations intenses, mais au final, un accord vient d'être trouvé pour résoudre le dossier sensible du nucléaire iranien. Une étape qualifiée d'historique par le président américain Barack Obama. L'Iran a accepté de limiter son programme en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Des piétons qui chantent et qui dansent sur la chaussée en faisant le V de la victoire. Une scène pour le moins inhabituelle à Téhéran, mais à la hauteur de l'événement.
Car pour la première fois depuis des années de crise, les Iraniens ont toutes les raisons d'espérer. Un nouvel espoir naît avec l'annonce quelques heures plus tôt qu'un accord avait enfin été trouvé à Lausanne. La lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, les États-Unis, avec nos alliés et nos partenaires, ont passé un accord historique avec l'Iran qui, s'il est entièrement mis en place, l'empêchera d'obtenir une arme nucléaire. Alors que la question du nucléaire iranien empoisonne les relations internationales depuis plus d'une décennie, des solutions semblent donc avoir enfin été trouvées. Pas de bombe atomique iranienne, en échange de la levée des sanctions économiques qui plombent le pays depuis plus de 30 ans. Quand ces mesures seront appliquées, il n'y aura plus de sanctions à l'encontre de la République islamique d'Iran. C'est un pas en avant majeur. Nous avons mis fin à un cycle qui n'était dans l'intérêt de personne. Après un an et demi de tractations laborieuses, le chef de la diplomatie iranienne ne peut cacher son enthousiasme, que Barack Obama n'a pas manqué de calmer. Si l'Iran triche, le monde le saura. Si nous voyons quelque chose de louche, nous mènerons des inspections. Avec cet accord, l'Iran sera plus inspecté que n'importe quel autre pays dans le monde. Une mise en garde qui a surtout pour objectif de rassurer les grands ennemis de l'Iran, Israël et l'Arabie saoudite. Car si les grandes puissances et Téhéran se sont entendus sur les paramètres clés que sont la réduction des stocks d'uranium enrichi de l'Iran, la durée de l'accord, 15 ans, et la reconversion en centre de recherche du site nucléaire de Fordo, dont l'Iran a longtemps caché l'existence, il ne s'agit là que d'une première étape vers un accord définitif qui doit être signé avant le 30 juin. David Rigoulet-Rose, alors là, on vient de parvenir à un accord. Est-ce que les garanties sont réelles? Est-ce qu'on est certain que l'Iran ne se dotera jamais de l'arme atomique? C'est l'objectif de l'accord. Il faut préciser que c'est un accord cadre. Alors les esprits chagrins diront que c'est un accord d'étape qui, pour être complètement finalisé, demande de déterminer toutes les clauses techniques. Et effectivement, elles sont nombreuses. Mais il n'en reste pas moins que c'était l'objectif des deux parties de parvenir à cet accord qui avait déjà excédé j'allais dire la ligne rouge qui avait été fixée justement au 31 de ce mois et du mois dernier. Et donc, c'est quand même un pas très très important dans la mesure où, d'ailleurs, on le voit avec les manifestations à Téhéran, c'est un souffle d'espoir un soulagement par rapport effectivement à une situation qui dure depuis une dizaine d'années et qui étouffe l'économie iranienne. Est-ce que l'Iran a réellement fait des concessions? Il y a eu des concessions. Alors, on n'a pas encore tous les détails, mais il y a eu des concessions sur le nombre des centrifugeuses qui a été plafonné autour de 6 000, sur le niveau d'enrichissement à 3,60 au lieu de 20%, comme le demandaient les Iraniens, sur la question de la réduction du stock existant, etc. Et puis sur les mesures de contrôle qui pourraient être adoptées justement en termes de vérification. Est-ce que vous pensez que les raids menés par l'Arabie saoudite ont pesé dans ces discussions et justement pour cet accord? Je pense que les raids n'ont eu aucun effet sur le détail des discussions et sur les attendus de ces discussions. En revanche, ce qui se passe au Yémen n'est pas totalement à dissocier, évidemment, du contexte des négociations, puisque la milice houthi est accusée d'avoir bénéficié d'un soutien iranien. Donc on voit bien qu'il y a des espèces de parasites qui évidemment, parcourent la scène régionale. Merci David Rigoulet-Rose d'avoir répondu à nos questions.